On croit souvent que se détacher de quelqu'un signifie devenir froid, dur, presque indifférent, comme si guérir consistait à fermer son cœur, à ne plus sentir, à ne plus attendre, à ne plus aimer. Mais ce n'est pas cela, le détachement. Le vrai détachement ne consiste pas à effacer une personne de sa mémoire. Il consiste à ne plus lui donner le pouvoir de décider si vous allez bien ou non. Et cela change tout, parce que beaucoup de gens ne souffrent pas seulement d'une séparation, d'une absence ou d'un amour qui ne répond plus, ils souffrent surtout de l'idée qu'ils se sont construites autour de cette personne, ils souffrent d'un avenir imaginé, d'une réponse qui n'est jamais venue, d'un message attendu pendant des heures, d'un geste espéré, d'une reconnaissance qui aurait enfin calmé quelque chose en eux. Quand une relation devient le centre de votre équilibre intérieur, vous ne vivez plus vraiment une histoire d'amour. Vous vivez une dépendance déguisée en attachement. Et je sais que cette phrase peut être difficile à entendre parce qu'elle touche un endroit très intime. Personne n'aime se dire qu'il a confondu aimer avec attendre, donner avec se vider, espérer avec s'abandonner soi-même. Pourtant, c'est souvent là que commence la guérison, non pas dans le moment où l'on cesse d'aimer, mais dans le moment où l'on ose regarder la réalité sans la décorer. Cette personne vous manque peut-être, oui. Mais est-ce vraiment elle qui vous manque, ou bien la sensation que vous aviez quand vous croyiez encore être choisi? Est-ce son absence qui vous détruit, ou bien l'histoire que votre esprit répète en boucle autour de cette absence? Le cerveau humain n'aime pas les fins ouvertes. Il cherche une explication, une logique, un coupable, une promesse cachée. Alors il repasse les mêmes scènes. Il analyse les derniers mots. Il cherche dans un silence une signification secrète. Il transforme une réponse courte en preuve de rejet, un souvenir tendre en preuve que tout pourrait recommencer, une absence en énigme à résoudre, et plus il cherche, plus il souffre. C'est pour cela que se détacher demande plus que de la volonté. Il ne suffit pas de dire je vais passer à autre chose. Si c'était si simple, personne ne resterait prisonnier d'un amour qui fait mal. Le détachement est un apprentissage psychologique. Il demande de comprendre ce qui vous attache, ce qui vous fait revenir, ce qui vous pousse à espérer encore, quand les faits vous demandent de vous protéger. La première clé, probablement la plus importante, Franck, c'est d'arrêter de confondre la douleur avec la preuve de l'amour. Beaucoup de personnes croient que si elles souffrent autant, c'est que ce lien est exceptionnel. Mais l'intensité de la douleur ne prouve pas la profondeur de l'amour. Elle prouve parfois la profondeur de la blessure qui a été touchée. Il y a des liens qui semblent puissants, non parce qu'ils sont sains, mais parce qu'ils réveillent en nous des peurs très anciennes. La peur de ne pas être assez, la peur d'être remplacé, la peur de ne pas compter, la peur de voir quelqu'un partir sans se retourner. Et quand ces peurs sont activées, on ne réagit plus seulement à la personne en face, on réagit à toute une histoire intérieure. C'est là que beaucoup se perdent. Ils pensent qu'au courir après quelqu'un, alors qu'ils courent en réalité après une réparation, ils veulent que cette personne revienne, mais ce qu'ils veulent plus profondément, c'est ne plus se sentir abandonnés. Ils veulent un message, mais ce qu'ils cherchent vraiment, c'est une confirmation de leur valeur. Ils veulent une explication, mais ce qu'ils espèrent, c'est une phrase qui annule la douleur. Or, aucune personne extérieure ne peut réparer durablement une blessure que vous n'avez pas encore reconnue en vous. Elle peut l'apaiser quelques heures, quelques jours, parfois quelques mois, mais si votre sécurité intérieure dépend entièrement de son comportement, alors vous restez suspendu à quelque chose que vous ne contrôlez pas. Se détacher sans se détruire commence donc par ce déplacement intérieur. Au lieu de demander sans cesse pourquoi cette personne agit ainsi, il faut commencer à demander pourquoi son comportement a autant de pouvoir sur vous. Ce n'est pas une question accusatrice, c'est une question libératrice, parce qu'elle vous ramène enfin à l'endroit où vous pouvez agir vous-même. La deuxième clé, c'est d'accepter que le manque n'est pas toujours un signe, c'est souvent un réflexe du système nerveux. Quand une personne a pris beaucoup de place dans votre quotidien, votre cerveau s'habitue à sa présence comme il s'habitue à une musique de fond.
même si cette musique vous fatiguait, même si elle vous rendait anxieux, même si elle vous empêchait de dormir, son absence crée d'abord un vide, et ce vide peut être interprété comme une preuve d'amour, alors qu'il est parfois simplement une période de sevrage émotionnel. C'est très important de comprendre cela parce que beaucoup de personnes retournent vers ce qui les a blessées, non parce qu'elles ont vraiment choisi de revenir, mais parce qu'elles n'ont pas supporté les premiers jours du vide. Elles pensent, si je souffre autant, c'est que je dois encore essayer. Si je pense à lui sans arrêt, c'est que cette histoire n'est pas terminée. Si mon corps se serre quand je vois son nom, c'est que le lien est encore vivant. Mais le corps ne dit pas toujours la vérité complète. Il dit surtout ce qu'il connaît. Un corps habitué à l'attente va réclamer de l'attente. Un esprit habitué à l'incertitude va chercher encore de l'incertitude. Une personne habituée à être choisie à moitié peut finir par trouver étrange, presque inquiétant, d'être aimée clairement. Voilà pourquoi le détachement n'est pas seulement une décision sentimentale, c'est une rééducation de votre façon de percevoir l'amour. J'ai souvent vu des personnes très intelligentes, très sensibles, capables de comprendre parfaitement leur situation, mais incapables de sortir du cycle. Elles savaient que l'autre ne leur donnait pas assez, elles savaient que les promesses ne tenaient pas, elles savaient que les silences les abîmaient, mais une partie d'elles restait accrochée à une idée très puissante. Peut-être que cette fois, il va comprendre, peut-être que cette fois, il va revenir autrement, peut-être que cette fois, ma patience sera récompensée. C'est là que commence la troisième clé, regarder les faits plus que les espoirs. L'espoir est une belle force quand il nous aide à vivre, il devient dangereux quand il nous oblige à nier ce que nous voyons. Une personne peut dire qu'elle tient à vous et ne jamais être vraiment présente. Elle peut dire qu'elle est perdue et vous laisser porter toute la confusion. Elle peut dire qu'elle a peur de l'engagement, mais profiter malgré tout de votre disponibilité. À un moment, il faut avoir le courage tranquille de regarder non pas ce qu'elle promet, mais ce qu'elle répète. Ce qui se répète est souvent plus vrai que ce qui se déclare. Les excuses peuvent être sincères sur l'instant, mais si elles ne changent rien dans la durée, elles deviennent une forme de brouillard. Et dans ce brouillard, beaucoup de gens restent des mois, parfois des années, parce qu'ils confondent une explication avec une transformation. Comprendre pourquoi quelqu'un agit mal avec vous ne signifie pas que vous devez rester près de lui. L'enfance de l'autre, ses blessures, ses peurs, comme ses blocages, peuvent expliquer certaines choses. Ils ne doivent pas devenir une autorisation permanente à vous faire souffrir. Se détacher, ce n'est donc pas juger l'autre avec dureté. C'est cesser de sacrifier votre paix au nom de ses contradictions. Vous pouvez avoir de la compassion pour quelqu'un et reconnaître qu'il n'est pas bon pour vous. Vous pouvez comprendre sa fragilité et refuser de devenir le lieu où cette fragilité vous détruit. Vous pouvez aimer une personne et accepter qu'elle ne sache pas aimer d'une manière qui vous protège. Et c'est probablement l'une des vérités les plus difficiles à intégrer. L'amour ne suffit pas toujours. Il faut aussi de la réciprocité, de la stabilité, de la présence, des actes. Sans cela, l'amour devient une pièce où une seule personne entretient la lumière pendant que l'autre entre et sort quand cela l'arrange. Au début, on appelle cela patience. Ensuite, on appelle cela espoir. Puis un jour, si l'on est honnête, on doit appeler cela épuisement. La quatrième clé, c'est de ne pas transformer votre douleur en négociation. Quand vous souffrez, vous avez envie de parler encore, d'expliquer encore, de faire comprendre encore. Vous pensez qu'avec les bons mots, l'autre finira par voir ce que vous ressentez. Mais une relation qui demande sans cesse de plaider pour être respectée n'est déjà plus un espace sûr. Vous n'avez pas à convaincre quelqu'un de ne pas vous négliger. Vous n'avez pas à rédiger votre douleur comme une lettre de candidature à l'amour. La cinquième clé, c'est de réapprendre la distance sans la confondre avec la cruauté. Beaucoup de personnes ont peur de prendre de la distance parce qu'elles ont l'impression de punir l'autre, de devenir injuste, de manquer de cœur. Mais parfois, la distance n'est pas une punition, c'est une frontière. C'est une manière calme de dire je ne peux plus rester dans un endroit où je me perds.
Prendre de la distance, ce n'est pas forcément disparaître brutalement, bloquer partout, effacer tous les souvenirs comme si rien n'avait existé. Parfois, il faut le faire, bien sûr, surtout quand le lien devient toxique, humiliant ou destructeur. Mais dans beaucoup de cas, la distance commence plus discrètement. Elle commence quand vous cessez de vérifier si l'autre a regardé votre message. Elle commence quand vous ne répondez plus immédiatement par peur de le perdre. Elle commence quand vous arrêtez de construire votre journée autour d'une réaction possible. Cette distance-là est intérieure avant d'être extérieure. Vous pouvez être loin physiquement et rester prisonnier mentalement. Vous pouvez ne plus parler à quelqu'un et continuer à vivre dans son regard. Vous pouvez supprimer son numéro et encore attendre qu'il trouve un moyen de revenir. Voilà pourquoi le vrai travail ne consiste pas seulement à couper le contact. Il consiste à reprendre l'espace psychique que cette personne occupe en vous. Il faut parfois se demander avec beaucoup d'honnêteté, combien de fois par jour est-ce que je lui donne encore mon attention? Pas seulement par message, mais par pensée. Combien de conversations imaginaires ai-je avec cette personne? Combien de réponses je prépare dans ma tête? Combien de scènes je rejoue pour essayer de comprendre ce que j'aurais dû dire, faire ou éviter? Ce que l'on nourrit mentalement continue d'exister en nous, et l'esprit, quand il est blessé, peut devenir une pièce fermée où l'on projette sans arrêt le même film. Le problème, c'est que chaque projection donne au lien une nouvelle dose d'énergie. Vous pensez tourner la page, mais vous relisez le même chapitre avec une loupe. La sixième clé, c'est donc de cesser de transformer l'autre en centre narratif de votre vie. Tant que toute votre histoire intérieure tourne autour de ce qu'il pense, de ce qu'il ressent, de ce qu'il fera peut-être, vous n'êtes pas en train de guérir. Vous êtes encore en train d'attendre sous une autre forme. La question n'est plus seulement va-t-il revenir? La vraie question devient quand vais-je revenir à moi? Revenir à soi peut sembler moins spectaculaire qu'une grande déclaration, mais c'est souvent beaucoup plus profond. Cela commence par des gestes simples. Reprendre un rythme de sommeil, manger correctement, marcher sans téléphone, revoir une amie sans parler uniquement de cette relation, ranger un espace de sa maison, retrouver une activité abandonnée, écrire ce que l'on ressent sans chercher à l'envoyer, ces gestes semblent modestes, mais ils disent à votre cerveau quelque chose de fondamental. Ma vie continue ici, maintenant, avec moi. Il ne faut pas mépriser ces petites reconstructions. Les grandes guérisons commencent rarement par des décisions héroïques. Elles commencent souvent par une journée où l'on ne s'humilie pas, une soirée où l'on ne relance pas, une matinée où l'on ne vérifie pas, un moment où l'on respire avant d'agir. Chaque fois que vous choisissez de ne pas alimenter la dépendance, vous créez un nouveau chemin intérieur. Au début, ce chemin paraît fragile. L'ancien réflexe revient vite. L'envie d'écrire, de demander, de regarder, de savoir, de provoquer une réaction. Ce n'est pas un échec. C'est simplement le vieux circuit qui réclame sa nourriture. Il faut alors accueillir l'envie sans lui obéir. C'est une nuance immense. Vous pouvez ressentir le manque sans en faire une commande. Vous pouvez avoir envie de revenir sans revenir. Vous pouvez trembler un peu et rester digne. Et cette dignité n'a rien de froid. Elle est tendre, au contraire. Elle consiste à vous protéger comme vous auriez protégé quelqu'un que vous aimez profondément, parce que c'est aussi cela, la guérison, apprendre à devenir pour soi-même une présence fiable. La septième clé, c'est d'arrêter de protéger l'image que vous avez construite de cette personne. Très souvent, ce n'est pas seulement quelqu'un que l'on n'arrive pas à lâcher, c'est une version de quelqu'un, une version plus douce, plus consciente, plus capable, plus aimante, plus présente que la réalité ne l'a vraiment été. Et cette version imaginaire devient parfois plus puissante que les faits. On se souvient d'un regard, d'une phrase tendre, d'un moment rare où tout semblait possible. Puis on utilise ce souvenir comme une preuve que la relation contenait quelque chose de profond, même si le quotidien disait l'inverse. C'est humain. L'esprit s'accroche aux fragments lumineux quand il ne veut pas accepter l'obscurité d'ensemble, mais une relation ne se mesure pas à ses meilleurs instants, elle se mesure à ce qu'elle produit en vous dans la durée.
Si une personne vous donne parfois de la chaleur, mais vous laisse la plupart du temps dans le doute, le manque et l'insécurité, il faut regarder l'ensemble du climat, pas seulement les éclaircies. Un rayon de soleil ne suffit pas à appeler cela un été. De la même manière, quelques gestes tendres ne suffisent pas à faire d'un lien un amour sécurisant. C'est difficile parce que l'idéalisation a une fonction. Elle protège de la chute. Elle permet de ne pas voir trop vite que l'on a investi dans quelqu'un qui ne pouvait pas ou ne voulait pas offrir la même profondeur. Alors l'esprit invente des excuses. Il traverse une période compliquée. Il ne sait pas montrer ses émotions. Il a été blessé avant moi. Il a peur. Il ne veut pas souffrir. Tout cela peut être vrai, mais la vérité de ces blessures ne doit pas effacer la vérité de votre souffrance. Vous pouvez comprendre quelqu'un sans lui offrir indéfiniment votre vie intérieure. Vous pouvez reconnaître son histoire sans devenir le lieu où son immaturité se répète. Vous pouvez voir sa fragilité sans faire de votre patience une prison. Car à force de vouloir sauver l'image de l'autre, on finit souvent par abandonner la sienne. La huitième clé, c'est de revenir à votre propre valeur quand le lien vous fait douter de vous. Une relation déséquilibrée a souvent cet effet étrange. Elle ne vous brise pas d'un coup, elle vous diminue lentement. Au début, vous êtes simplement inquiet. Ensuite, vous devenez prudent. Puis, vous commencez à surveiller vos mots, votre intensité, vos demandes, vos silences. Vous essayez d'être moins ceci, plus cela, plus légère, moins sensible, plus patiente, moins présente. Sans vous en rendre compte, vous commencez à négocier votre personnalité pour rester acceptable aux yeux de quelqu'un qui ne vous choisit pas clairement. C'est là qu'il faut s'arrêter, pas avec violence, mais avec lucidité. Une relation qui vous oblige à devenir plus petit pour ne pas déranger n'est pas une relation qui vous aime dans votre vérité. Bien sûr, aimer demande des ajustements. Personne ne peut vivre une relation sans apprendre à écouter, à nuancer, à faire de la place à l'autre. Mais il y a une différence immense entre s'ajuster et s'effacer. S'ajuster, c'est rester soi-même en tenant compte de l'autre. S'effacer, c'est disparaître pour maintenir le lien, et quand vous vous effacez trop longtemps, vous finissez par ne plus savoir ce que vous pensez vraiment, ce que vous voulez vraiment, ce que vous ressentez vraiment. Vous attendez que l'autre donne le ton de votre propre existence. Se détacher, c'est reprendre ce ton. C'est retrouver la phrase intérieure qui dit ⁇ Je peux aimer quelqu'un sans me quitter moi-même. Je peux souffrir sans me rabaisser. Je peux perdre une relation sans perdre ma dignité. Je peux accepter qu'une personne ne soit pas capable de m'aimer comme j'en ai besoin, sans en conclure que je ne mérite pas d'être aimé. Cette distinction est fondamentale. Quand quelqu'un ne vous choisit pas, cela parle de sa disponibilité, de son désir, de ses limites, de son histoire, de son moment de vie. Cela ne définit pas votre valeur. Votre valeur ne monte pas quand quelqu'un vous écrit et ne baisse pas quand quelqu'un se tait. Elle ne dépend pas d'une présence extérieure. Elle existe avant la relation, pendant la relation et après la relation. La neuvième clé, c'est d'accepter qu'il y a un deuil à traverser. Beaucoup de personnes veulent se détacher sans pleurer, sans ressentir le vide, sans passer par cette zone grise où l'on sait que l'on doit avancer, mais où une partie de soi regarde encore en arrière. Pourtant, vouloir guérir sans traverser la peine, c'est souvent retarder la guérison. Quand un lien se termine, ou quand vous comprenez qu'il ne deviendra jamais ce que vous espériez, vous ne perdez pas seulement une personne, vous perdez aussi une histoire intérieure. Vous perdez les scènes que vous aviez imaginées, les conversations futures, les gestes réparateurs, les excuses attendues, les retrouvailles possibles. Vous perdez une version de votre vie qui n'a peut-être jamais existé ailleurs que dans votre espérance, mais qui avait tout de même une place réelle en vous. C'est pour cela que le détachement fait mal, même quand il est nécessaire. Il ne suffit pas de se dire que l'autre ne vous convenait pas. Il faut aussi laisser mourir l'idée que vous aviez construite autour de lui. Et cette mort symbolique demande du temps. Non pas un temps passif où l'on reste immobile à attendre que la douleur disparaisse, mais un temps habité, un temps où l'on permet à la tristesse d'exister sans lui donner les commandes. Pleurer ne veut pas dire régresser.
Avoir envie d'écrire ne veut pas dire que vous devez écrire. Penser à lui ne veut pas dire que vous devez revenir. Il faut apprendre à distinguer l'émotion de l'action. Une émotion traverse, une action construit ou détruit. Vous pouvez sentir une vague de manque et choisir malgré tout de ne pas retourner vers ce qui vous abîme. Vous pouvez avoir le cœur serré et poser un geste de respect envers vous-même. C'est une maturité affective très profonde, ne plus obéir automatiquement à la douleur, ne plus prendre chaque sensation pour un ordre. Parfois le manque dit seulement quelque chose en moi cherche encore l'ancien chemin, et vous pouvez lui répondre intérieurement je comprends, mais je ne vais plus par là. La 10e clé, c'est de reconstruire une vie qui ne soit pas organisée autour de l'attente, parce que le détachement ne tient pas dans le vide. Si vous retirez une obsession mais que vous ne remettez rien de vivant à la place, votre esprit retournera naturellement vers ce qu'il connaît. Il faut donc redonner du poids à votre propre existence. Non pas pour impressionner quelqu'un, non pas pour provoquer un retour, mais pour redevenir le centre stable de votre vie. Cela commence souvent par des choses très concrètes. Reprendre soin de son corps, non pas pour redevenir désirable aux yeux de l'autre, mais pour habiter à nouveau sa propre peau. Retrouver des rythmes simples, dormir, marcher, cuisiner, respirer, remettre de l'ordre dans l'espace autour de soi. Quand le cœur est chaotique, le quotidien peut devenir une forme de thérapie silencieuse. Ensuite, il faut réinvestir les liens qui ne vous mettent pas en tension permanente, une amie avec qui l'on peut parler sans se justifier, une présence familiale qui apaise, un groupe, une activité, un lieu où l'on existe autrement que comme une personne qui attend d'être choisie. L'amour amoureux devient dangereux quand il est la seule source de chaleur. Personne ne devrait porter seul tout le poids de votre besoin d'être rassuré. Il faut aussi retrouver vos désirs personnels, ce que vous aimiez avant de vous adapter, ce que vous aviez mis en pause, ce qui vous donnait une sensation d'élan. Parfois, une personne souffre autant d'une relation parce qu'elle a laissé tout le reste s'appauvrir. Alors forcément, quand cette relation s'éloigne, tout semble s'effondrer. Mais ce n'est pas toujours l'amour qui était immense. Parfois, c'est simplement que votre vie était devenue trop étroite autour de lui. Se détacher sans se détruire, c'est donc élargir à nouveau sa vie. Ce n'est pas arracher quelqu'un de force de votre cœur, c'est créer assez d'espace en vous pour qu'il ne soit plus toute la maison. Il peut rester un souvenir, une blessure, une tendresse, une question sans réponse, mais il ne doit plus être le maître des lieux. Le dernier mouvement du détachement, c'est peut-être le plus discret, mais aussi le plus décisif. Cessez d'attendre que l'autre valide votre guérison. Beaucoup de personnes disent que vouloir tourner la page, mais elles continuent à regarder si l'autre a remarqué leur silence, leur distance, leur changement. Elles ne courent plus ouvertement, mais elles attendent encore intérieurement. Elles veulent être libres, mais elles espèrent que cette liberté produira enfin une réaction. Et c'est humain. Quand on a longtemps désiré être choisi, on aimerait parfois que notre départ fasse enfin comprendre notre valeur, on voudrait que l'autre revienne avec des mots clairs, avec des regrets, avec cette lucidité qu'il n'a jamais eue au bon moment. Mais si votre paix dépend encore de sa prise de conscience, alors vous n'êtes pas complètement sorti du lien. Vous avez simplement déplacé l'attente. La vraie libération commence quand vous n'avez plus besoin que l'autre comprenne pour continuer à avancer. Peut-être qu'il comprendra un jour, peut-être jamais, peut-être qu'il regrettera, peut-être qu'il racontera l'histoire autrement, peut-être qu'il ne verra même pas ce qu'il a perdu. Mais votre guérison ne peut pas rester suspendue à son niveau de conscience. Il y a une forme de tristesse là-dedans, bien sûr. Acceptez que certaines personnes ne sauront jamais mesurer ce qu'elles ont reçu de vous. Acceptez que certaines conversations n'auront pas lieu. Acceptez que certaines excuses ne viendront pas. Acceptez que vous devrez parfois vous donner vous-même la fermeture que l'autre n'a pas su vous offrir. Ce n'est pas injuste seulement, c'est adulte. Et c'est souvent ainsi que l'on redevient libre. Se détacher sans se détruire, ce n'est pas sortir intact. Personne ne sort intact d'un lien qui a compté, mais on peut en sortir plus conscient, plus proche de soi, moins disponible pour ce qui humilie, moins fasciné par ce qui blesse.
On peut sortir d'une histoire avec des larmes, mais sans abandonner sa dignité. On peut souffrir sans se trahir. On peut aimer encore un peu peut-être tout en choisissant de ne plus revenir. C'est une nuance essentielle. Le cœur ne se ferme pas toujours au moment où la décision devient juste. Parfois, le cœur continue d'aimer pendant que l'intelligence comprend qu'il faut partir. Parfois, une partie de vous espère encore alors qu'une autre sait déjà. Il ne faut pas attendre d'être totalement indifférent pour vous protéger. Si vous attendez de ne plus rien ressentir, vous risquez de rester trop longtemps dans des endroits qui vous abîment. La maturité affective, ce n'est pas ne plus sentir, c'est ne plus laisser chaque sentiment décider à votre place, c'est entendre la nostalgie sans lui obéir, c'est reconnaître le manque sans en faire une preuve, c'est accueillir la tendresse sans rouvrir une porte qui vous a déjà coûté trop cher. C'est pouvoir dire intérieurement oui, cette personne a compté, mais elle ne peut plus me gouverner, et un jour, quelque chose change. Pas forcément de manière spectaculaire, il n'y a pas toujours une grande révélation, une scène finale, une phrase parfaite. Parfois, vous remarquez simplement que vous avez pensé à autre chose pendant plusieurs heures, que vous avez ri sans culpabilité, que vous avez dormi un peu mieux, que son nom ne provoque plus la même contraction, que vous ne cherchez plus partout une trace de lui, que le monde recommence à exister autour de vous. Ce jour-là, vous comprenez que le détachement n'est pas un arrachement brutal, c'est une lente restitution. Vous vous rendez à vous-même ce que vous aviez déposé dans les mains de quelqu'un d'autre, votre attention, votre énergie, votre désir de vivre, votre sentiment de valeur. Vous reprenez morceau par morceau votre place dans votre propre existence. Alors, la question finale n'est pas comment l'oublier complètement. Certaines personnes ne s'oublient pas. Elles deviennent simplement moins centrales. Elles cessent d'être une urgence. Elles deviennent une page, pas tout le livre. La vraie question est plutôt quelle personne vais-je devenir maintenant que je ne passe plus mes journées à attendre d'être choisi? C'est là que commence une autre forme d'amour, un amour moins anxieux, moins affamé, moins dépendant du moindre signe, un amour qui ne cherche pas à posséder, ni à supplier, ni à prouver sa valeur, d'abord envers soi-même, puis peut-être un jour envers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aura pas besoin de vous voir disparaître pour comprendre que vous étiez là, quelqu'un dont la présence ne vous mettra pas en alerte permanente, quelqu'un avec qui l'amour ressemblera moins à une fièvre et davantage à une chaleur stable. Mais avant cette rencontre éventuelle, il y a une rencontre plus importante encore, celle avec vous-même. Pas une version parfaite de vous, pas une version guérie de tout, pas une version qui ne doute plus jamais, une version honnête, une version qui a compris qu'elle peut avoir peur sans se vendre, aimer sans se perdre, espérer sans s'attacher à ce qui la détruit. Voilà peut-être la plus grande clé psychologique de toutes. Le détachement ne consiste pas à devenir quelqu'un qui n'a besoin de personne. Il consiste à devenir quelqu'un qui ne s'abandonne plus pour être aimé. Et lorsque vous atteignez ce point, même imparfaitement, même avec des rechutes, même avec des jours plus fragiles, quelque chose en vous se redresse. Vous ne demandez plus à l'amour de vous sauver. Vous ne demandez plus à une personne absente de vous rendre votre valeur. Vous ne faites plus de votre manque une maison. Vous avancez doucement avec cette certitude nouvelle. Ce qui vous aime vraiment ne vous oblige pas à vous détruire pour rester.